Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Coordinateur de la France Insoumise, député du Nord. Macron-Le Pen, c'est la peste ou le choléra, dit le porte-parole des Jeunes Insoumis. Vous êtes d'accord ? D'abord, il y a une chose, parce qu'on n'était pas là pour amuser la galerie. J'en sais qu'on est passé au second tour, donc on a vite passé. Mais ce qui s'est produit hier, et d'ailleurs qui est passé assez sous les radars, puisqu'il y a eu quand même cette remontada dans la soirée, c'est qu'il y a eu un sursaut de mobilisation en faveur de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas été perçu par les estimations de sondage. Qui a profité du vote utile, ce qu'expliquait Patrick. Notamment, mais aussi, je crois qu'il faudrait le mesurer. Ça avait été mesuré en 2017, mais un fort vote d'adhésion. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est des femmes et des hommes qui sans doute ne seraient pas allés voter, qui ont nourri beaucoup d'espoir dans ce bulletin de vote. Je demande à ce qu'on l'entende, quoi. C'est des gens qui ont voulu mettre la France au niveau des grands défis, je pense au climat, en considérant qu'on avait peu de temps pour agir, mais aussi des gens qui considéraient leur sort personnel. Quand on parlait des salaires, de la rémunération, de l'âge de départ à la retraite, c'est des questions cruciales. Et donc, moi, je veux leur adresser un message ce soir, parce qu'évidemment, première question, qu'est-ce que vous faites au second tour ? D'abord, moi, je dis à toutes ces personnes que ce qu'on a bâti ensemble pendant ces 17 mois de campagne, c'est quelque chose de pérenne et qu'on ne vous lâchera pas. Voilà, on sera là dans toutes les étapes et la pente des événements va exiger qu'on soit au rendez-vous et on le sera. Alors maintenant, vous m'interrogez sur le second tour. Nous, il y a une chose qui est très claire, compte tenu de ce qu'on est, y compris dans la longue histoire de la vie politique de ce pays. Nous n'avons rien à voir avec l'extrême droite et nous avons dit clairement, j'ai entendu tout à l'heure Gabriel Attal dire c'était pas aussi clair en 2017. C'était exactement la même phrase. Alors elle a été répétée 5 fois hier pour s'assurer que ça soit bien passé. C'était exactement la même chose que nous avions dit. Le soir du premier tour. Dès le lendemain, je crois. Le lendemain. En tout cas, ça a été dit. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Non, mais ça... Pas immédiatement. Non, mais ce qui a pu créer une espèce de confusion. Pas une voix pour l'extrême droite. Pourquoi ? D'abord parce que ce qu'elle incarne, ce serait la division, la fracturation du pays. Et puis aussi, et nous l'avons dit, parce que M. Macron, lui, il porte une responsabilité dans la montée de l'extrême droite. Il a quand même tout fait ces 5 années pour se retrouver dans la configuration dans laquelle il est aujourd'hui. C'est M. Macron qui, au détour d'une interview dans l'Express, réhabilitait en quelque sorte Pétain et Maurras. C'est un ministre de M. Macron, Patrick Cohen. C'était un ministre vous le dites souvent, mais honnêtement, vous ne pouvez pas dire sérieusement qu'il a réhabilité Pétain et Maurras. Disons les choses autrement. Il en a parlé, ça vous va mieux si je vous dis, il en a parlé en des termes plutôt élogieux dans une interview à l'Express. Et vous pensez que c'est ça qui a fait monter l'extrême droite ? Non, j'avais pas terminé. Vous m'avez coupé en cours de route. J'allais parler notamment, oui, en effet, laissez-moi le plaisir de le dire, un ministre de l'Intérieur qui, sur un plateau du service public, dit à Madame Le Pen, sur la question des musulmans, vous êtes trop molle. Bon, donc Monsieur Macron, disons les choses, il a œuvré pour obtenir ce second tour, donc il en est responsable, première chose. Et l'opposition, non ? Écoutez, moi je peux dire, Patrick Cohen, que jusque dans les dernières heures, les derniers jours, nous avons fait le travail pour convaincre des femmes et des hommes, parce que je le dis, y compris ce soir, il y a des gens qui votent Madame Le Pen, je m'adresse à eux, écoutez-moi, qui votent contre leurs intérêts, qui pour une raison qui moi m'échappe, pensent que cette femme va améliorer leur sort sur les conditions sociales. Mais pardon, ce n'est pas le cas. Mais par contre, il y avait un bulletin de vote au premier tour pour voter et faire barrage à l'extrême droite sans renier ses convictions. C'est le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais pas vous demander si vous avez fait barrage à Madame Le Pen dès le premier tour, Patrick Cohen. Donc voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que pour nous, c'est donc pas une voie doit aller à l'extrême droite, mais pour le reste, la responsabilité incombe entièrement à Emmanuel Macron. Et je dois vous dire une chose. C'est la raison pour laquelle vous ne faites pas un appel direct à voter pour lui. Mais écoutez, parce que ça, le moyen de faire barrage à Marine Le Pen, ça pourrait être d'utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron. D'abord, il y a une raison. Anne Hidalgo, il y a une raison pratique. Yannick Jadot, il y a une raison pratique. Oui, certains d'ailleurs n'ont pas attendu que le premier tour ait lieu. Ils étaient très enthousiasmés à l'idée d'appeler à voter Macron très très vite. Madame Hidalgo, dès la semaine dernière, 10 jours avant, elle avertissait déjà qu'elle appellerait à voter Macron. Elle était vraisemblablement très enthousiaste à l'idée d'être la première. Elle avait peu d'espoir d'aller au second tour. Écoutez, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est à Emmanuel Macron de faire ce qu'il faut. C'est lui qui est responsable de cette situation. Nous faisons notre part. Nous faisons notre part. Notre part, c'est de dire, y compris parce que j'entends les sondages, ça me paraît très résiduel et sans doute moins important que ce qui est montré, mais j'entends que vous dites, il y a des gens qui ont voté pour vous au premier tour qui pourraient voter pour Madame Le Pen. Nous, on leur dit, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. Pour autant, je ne suis pas d'accord pour qu'on appelle les gens avec enthousiasme à aller voter pour quelqu'un qui non seulement a fait un quinquennat d'une brutalité sociale sans nom, qui a supprimé l'ISF d'une main et 5 € d'APL de l'autre. Que doit faire Emmanuel Macron pour qu'éventuellement vous changiez d'avis ? Ça lui appartient. Et après, chacun fait en responsabilité. Écoutez, il y a une chose qui est claire en tout cas, c'est que je crois qu'on doit comprendre aujourd'hui que les consignes de vote, si même ce soir devant vous, je disais ce que vous aimeriez que je dise. Je pense... Ah non, non, je pense que ça pourrait changer les choses. Ça pourrait avoir un effet contre-productif aussi, je vous le dis. Voilà. Et je crois qu'Emmanuel Macron doit s'interroger. Hier, la situation qui apparaît hier, c'est 3 blocs très nets dans le pays.
Et donc la crise politique n'est pas soldée. À Emmanuel Macron de s'interroger. Il n'a pas de majorité pour appliquer son programme. J'ai écouté attentivement Gabriel Attal à l'instant. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de remises en question? Vous trouvez qu'il y a beaucoup de remises en cause de ce qu'ils font? Non, absolument pas. C'est une arrogance. C'est pas simplement aller dans les rues et entendre les gens exprimer leur colère en disant on serre les dents et on s'accroche. Avec vous, qui vont vous tendre la main. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans une négociation à la petite semaine avec M. Attal ou M. Macron. En revanche, j'interroge, est-ce que M. Macron croit être en capacité de convaincre les électeurs de voter pour lui pour faire barrage à l'extrême droite avec un projet comme la retraite à 65 ans? Par exemple, là, il dit qu'il serait prêt, par exemple, à organiser un référendum sur cette question de la retraite. Vous savez, mais il pourrait tout simplement y renoncer parce qu'il y a un mensonge de base. Quand Emmanuel Macron se présente devant les Français en disant il n'y a pas le choix, il faut travailler plus longtemps pour financer, il sait que c'est faux. Je veux dire, ce pays produit bien assez de richesses, il s'agit simplement de mieux la répartir et de mieux la partager. Ils ne veulent pas le faire. Donc voilà, donc je pense que c'est clair. Moi je dis, le peuple n'a rien à gagner à une victoire de l'extrême droite, mais pour autant, à Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités, puisque ce sont les siennes qui sont en cause. Emmanuel Macron a fait comprendre qu'il voulait amodier ou modifier son projet, l'enrichir, dit-il, etc., qu'il allait prendre contact avec, non pas les chefs de parti, mais les candidats du premier tour. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, votre formation, serait disposée à, non pas à négocier, mais simplement à avoir un éventuel contact avec l'un des deux candidats, en l'occurrence du second tour, discuter des mesures d'un prochain quinquennat? Non, on ne peut pas s'agir de rentrer en discussion, en négociation avec eux sur les mesures, parce que qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron et du programme qu'il a présenté, duquel je ne vois pas qu'il ait l'intention d'y renoncer, ou de ce qu'incarne Marine Le Pen et l'extrême droite, qui non seulement ne s'occupera pas de la question sociale comme nous l'aurions fait, mais qui en plus veut instaurer par exemple la police du vêtement dans notre pays, ce qui est très loin de la laïcité républicaine et qu'on ne peut pas accepter, non. Mais Gabriel Attal disait tout à l'heure, il y a des mesures que proposait Jean-Luc Mélenchon il y a 5 ans, que nous avons mises en œuvre, comme le reste à charge sur les audioprothèses. Absolument résiduel, je veux dire. Dans le même temps, ils veulent faire le travail forcé pour les personnes qui sont au RSA à 15 ou 20 heures, la retraite à 65 ans. Oui, ok, tout est sous condition. En attendant, vous voyez, je ne vois pas qu'Emmanuel Macron fasse aujourd'hui le nécessaire pour convaincre, et je vois, y compris dans la posture qui était celle de Gabriel Attal à l'instant, qu'on n'a pas beaucoup de remises en question. Donc si je résume, vous dites... Donc nous, on va faire cette consultation, vous avez parlé. Vous dites qu'Emmanuel Macron fasse ses preuves pour convaincre l'électorat, mais vous n'y croyez pas. Encore. Mais je dis que chacun fasse ensuite en responsabilité. Vous savez, on va se dire une chose. Le deuxième tour qui est apparu hier soir, il apporte rien de nouveau. C'est le mauvais remake de 2017. En 2017, les Français ont su quoi faire. Donc moi, je fais confiance. Ils sauront quoi faire. Mais après, encore une fois, notre part du boulot est faite. Vous voyez, les premiers responsables de la montée de l'extrême droite, c'est ceux qui mènent ce type de politique qui les font monter. Et puis, c'est aussi les électeurs de l'extrême droite eux-mêmes. Donc nous disons, pas une voix doit aller à l'extrême droite. En 2017, c'était un match à 4. Là, vous vous retrouvez à 3 avec un potentiel électoral qui est plus important et une concentration chez vous, pour Jean-Luc Mélenchon, des voix de gauche. Voilà, ça change quand même un peu le... Ouais, après, ce qu'il y a de sûr, c'est que, vous savez... Bon, hier, quand on a vu le résultat et quand on a vu, y compris, cet écart qui se resserrait à mesure que la soirée passait, il faut dire les choses. Il nous a manqué, 400 000 voix. C'est-à-dire, vous le savez, c'est 3 fois rien. Donc on peut s'interroger parce que beaucoup de gens, je le disais, ont nourri des espoirs dans ce bulletin de vote. Et moi, je leur dis, c'est le début d'une histoire. Alors après, on peut refaire le match, c'est clair, disons-le. Il y a des dispersions qu'on aurait peut-être pu éviter et qui nous auraient évité ce résultat. Fabien Roussel, écoutez, vous parlez d'Adrien Quatennens, de Fabien Roussel. Vous estimez qu'il est responsable de cette élimination? Vous lui en voulez? Vous avez des divergences assez claires, notamment dans vos programmes, le nucléaire, la laïcité. Oui, mais vous n'aurez pas échappé qu'en 2012 et en 2017, nous faisions équipe. Oui, et vous faisiez moins qu'en 2022. Et que, alors, certes, mais quand même, ça a été 12% en 2012, puis 19% en 2017, et là, on se retrouve à 22% sans eux. Et aux portes du second tour. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut être très clair. Ce matin, comment je peux faire pour dire autre chose que oui, il a une part de responsabilité. Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui est à 1 point du second tour et Fabien Roussel qui faisait équipe avec nous les 2 fois précédentes, qui fait 2,5 points, pas besoin d'être un aigle pour comprendre qu'en toute hypothèse, si on avait fait équipe... Pas se fâcher avec eux, quoi. En 2017, Jean-Luc Mélenchon a traité... vous vous souvenez de ce qu'il a dit à Pierre Laurent, vous êtes le néant et Est-ce que vous êtes soucié de savoir ce qui était à l'origine de cette discussion? Non, parce que après, les échanges... Mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait pour tendre la main à vos partenaires de gauche. C'est pas vrai. Patrick Cohen, vous ne pouvez pas dire ça. Même dans les derniers épisodes, les régionales, par exemple, je suis bien placé dans les Hauts-de-France pour savoir que c'est nous qui avons permis que toute la gauche, comme on le souhaitait, se rassemble. Et à Marseille, on voit pas que Marseille, on a été purgé
éjecté du cadre commun par Europe Écologie Les Verts qui n'en voulait pas. Donc, il y a toutes sortes de personnes qui défilent sur les plateaux pour dire on veut de l'union. Mais dès qu'on propose des solutions concrètes pour la mener, elle ne se fait pas sur des bases claires. Anne Hidalgo et Yannick Jadot, vous pouvez leur en vouloir aussi. Et pourtant, Anne Hidalgo, à un moment dans la campagne, a proposé une alliance, une réflexion avec Jean-Luc Mélenchon. Anne Hidalgo, elle a passé l'essentiel de sa campagne à taper sur Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, nous, on n'a même pas répondu aux polémiques. Jean-Luc a été interpellé à plein de reprises là-dessus, il dit je ne rentre pas là-dedans. Non, je crois que le résultat d'hier donne à voir aussi quelque chose. Pour celles et ceux qui veulent que ça change, qui veulent une rupture sociale et écologiste dans ce pays, c'est que l'avenir du pays passe plus, et je pense qu'on l'a compris maintenant, par la social-démocratie. Ça passe par le bloc populaire qu'on a constitué et qui est un point d'appui pour la suite. Parce que, je le dis, quelle que soit l'issue, y compris du second tour du 24 avril, il va y avoir besoin de nous et je sais qu'un tas de gens qui nous écoutent nous font confiance. Et je leur dis, on sera au rendez-vous. Voilà. En tout cas, c'était votre troisième tentative, votre troisième défaite. On peut se demander si c'était la dernière de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'on a cru comprendre en écoutant son discours hier. Je n'ai ni bonne mine, ni envie d'être réconforté. Je ne connais que mon devoir. Et je vous appelle à faire de même. La lutte continue. Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tiendrons à chaque étape notre rang. Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci. Quand il s'adresse aux jeunes, faites mieux, ça veut dire quoi? C'est un au revoir? Il ne se présentera pas en 2027? Il a déjà eu l'occasion de dire qu'il estimait que c'était sa dernière campagne présidentielle. Alors, il ne va pas disparaître de la circulation, mais sans doute le rôle qu'il va jouer va être à redéfinir, et ça lui appartient. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup salué le caractère innovant de cette campagne une nouvelle fois, la force et la solidité d'un programme qu'on a chiffré complètement, et on a fait 17 mois de campagne sur le fond, vraiment, en essayant de convaincre. Et il y a une chose qui a été aussi saluée, et qui se voit sur les images, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a réussi, et c'est son travail. Moi, je veux lui rendre hommage pour ça, parce que peu de sa génération politique ont fait le travail. Il a réussi à amener au combat des nouvelles générations, dont je fais partie avec d'autres, et qui sont prêtes à assumer les responsabilités. Il s'est assuré, lui, de la pérennité du courant d'idées qu'il représente. Il est remplaçable, Jean-Luc Mélenchon ? Non, je crois que personne n'est remplaçable. Je crois que c'est pas vrai de considérer que les personnages politiques sont interchangeables. Je crois que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, avec le talent qui est le sien, l'expérience qui est le sien, dans un tas de milieux qui se sont mobilisés hier, ça parle. Les gens, ils se disent, c'est quelqu'un qui triche pas, qui à 70 ans préparait pas une carrière, qui allait appliquer son programme s'il avait été élu, et qui donc, quand il voit que ça passe à moins d'un demi-million de voix et que leurs conditions personnelles auraient été, que leur vie aurait changé, eh bien, s'interroge. Mais quelque part, les générations suivantes qu'il a bâties, toujours avec lui, parce que je l'ai dit, il n'a pas disparu de la circulation, on aura à construire la suite et on sera au rendez-vous parce que la tâche l'exige. Merci beaucoup, Adrien Merci Quatennens, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous.